Euh, Bonjour à tous. Moi, je me présente, je suis Grégory Flandin. Alors, je vais vous faire une confession. Je connais absolument rien à la caractérisation. C'est pour là que je suis ici. C'est pour ça que je suis ici. Je suis désolé. Alors, du coup, ça rend pour moi l'échange extrêmement intéressant parce que j'apprends beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que du coup, je suis entouré de brillants experts dans le domaine, dont un qui va nous rejoindre. Non, moi, mon domaine d'expertise, c'est l'IA. Je suis à l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse. Je m'occupe d'intelligence artificielle, de données, et plus spécifiquement d'intelligence artificielle pour les systèmes critiques. C'est-à-dire, ça veut dire quoi de faire de l'IA quand on a besoin de certification à la fin, voilà, d'une confiance assez forte dans le fait que ça marche, dans le fait qu'on pourra valider, etc. Ouais, Nicolas, tu es le bienvenu. Voilà, donc moi ça c'est mon domaine d'expertise, donc vous pouvez compter sur moi pour poser des questions hyper naïves sur la caractérisation, du coup. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc on a prévu trois temps essentiellement, j'espère qu'on arrivera à les couvrir. Un premier temps sur la question de l'intégration des approches numériques et expérimentales, donc avec cette notion de continuité digitale qui interroge quand même pas mal. La question de la gestion des incertitudes, hein, donc on parle d'utiliser les données, mais dans un contexte de confiance. C'est le thème quand même de la journée. Donc comment est-ce qu'on gère les incertitudes quand il s'agit d'intégrer les données dans le processus. Et puis un troisième point sur les questions de rebouclage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser les données aussi pour reboucler dans l'optimisation qu'on peut faire du plan de caractérisation, parce que acquérir des données c'est cher, ça peut être cher. Donc, est-ce qu'on est capable d'optimiser finalement ce rebouclage-là? Mais avant de rentrer dans ces questions-là, je vais demander peut-être à chacun de se présenter très rapidement et puis profiter du micro peut-être pour déjà dire qui vous êtes, dire sur quoi vous travaillez, et puis donner peut-être un petit exemple d'application comme ça pour qu'on puisse fixer un petit peu les idées. Jean-Baptiste, tu veux bien commencer ? Je te laisse te présenter. Du coup. Merci, bonjour. Donc, je travaille à la R&D d'EDF, à l'IPVF, donc Institut photovoltaïque, donc dans le sud de Paris. Et donc, je suis en charge des activités de théorie et modélisation dans l'Institut. Donc, on est une dizaine de chercheurs et chercheuses qui a travaillé sur les nouvelles technologies solaires, principalement tout ce qui est analyse de performance et de dégradation. Et notre challenge, c'est d'analyser donc de nouveaux stacks, de nouveaux empilements, de nouvelles structures. Et aussi beaucoup d'analyser les signaux qui sont issus de techniques de caractérisation, parce que la quasi-totalité des techniques de caractérisation avancées vont de pair avec de la modélisation derrière pour en extraire un maximum d'informations, pour récupérer des paramètres matériaux qui nous intéressent. Donc ça, il y a vraiment cet aspect caractérisation va avec la modélisation, et aussi en modélisation, on a à la fois des modèles physiques et des modèles d'IA qui ont leur complémentarité, leur intérêt, et donc on est un peu sur ces deux aspects. Dans le domaine du photovoltaïque, on se base sur la physique des semi-conducteurs. Donc ça, c'est sur l'aspect physique qui nous permet de pouvoir aussi nourrir les modèles d'IA, par exemple. Et on a différentes thématiques. Donc ça peut être, par exemple, tout ce qui est série temporelle. J'ai parlé de la dégradation de la performance, mais on est intéressé par comprendre la dynamique de dégradation des panneaux en fonction du temps. Et pour ça... les gens font souvent une analyse avant, après dégradation, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire si ça s'est dégradé de telle façon, c'est peut-être que derrière, c'est telle couche ou tel matériau qui est en cause. Et donc là, on va combiner modélisation physique et par exemple des algorithmes d'optimisation bayésienne ou autres pour extraire les paramètres impactants. On a aussi des challenges avec des cubes de données, donc peut-être un peu similaire à ce que vous avez à Grenoble, sur que ce soit de l'imagerie d'émissions sur des techniques optiques, donc la luminescence par exemple, ou sur des techniques de spectroscopie comme synchrotron XPS, où on a des grosses quantités de données. Et l'idée, c'est pareil, de pouvoir un peu en temps réel, ou en tout cas assez rapidement pour analyser, pour récupérer des cartographies de paramètres matériaux, et toujours dans le but d'améliorer performance, et aujourd'hui surtout dégradation, parce que les nouvelles technologies qu'on cherche à sortir, si on veut les sortir, il faut qu'elles soient équivalentes au silicium en termes de dégradation, donc c'est le gros challenge. Donc voilà. Merci Jean-Baptiste. Maintenant la parole à Ludovic Barrière. Oui, bonjour à tous. Ludovic Barrière, donc je suis ingénieur de recherche et chef de projet à l'IRT Saint-Exupéry. Donc je ne travaille pas dans la même équipe que Grégory, mais par contre je travaille beaucoup avec Julien Munoz que vous avez vu à la table précédente, puisque je suis dans l'axe des technologies de fabrication avancée.
En fait, on s'intéresse aux matériaux, aux procédés qui permettent de les mettre en œuvre et aux structures dans lesquelles ils sont intégrés. Ceci pour différentes technologies, matériaux composites, matrices organiques comme l'a montré Julien, matériaux à matrice céramique, matériaux métalliques, notamment en fabrication additive métallique et tous les procédés de transformation à chaud. Voilà, donc sur toutes ces technologies de matériaux, moi les sujets qui m'intéressent en particulier en tant qu'ingénieur de recherche et chef de projet, c'est ceux qui traitent des solutions numériques pour aider en fait au développement de ces technologies-là, pour accélérer déjà leur maturation et puis leur intégration ensuite dans les systèmes, dans les structures en particulier. Voilà, et donc quand on dit solutions numériques, ça peut être assez large, mais on met effectivement aussi en œuvre des techniques d'IA parfois pour l'extraction de données à partir d'imagerie, pour optimiser des plans d'expérience par exemple. Et puis après il y a toute une dimension sur la modélisation évidemment du comportement des matériaux en service ou dans leur mise en œuvre à travers les procédés. Et comme on veut finalement utiliser ensuite ces modèles pour la conception, on s'intéresse aussi beaucoup à comment rendre crédibles ces simulations de manière à pouvoir effectivement prendre des décisions basées sur ces simulations, réduire les essais et éventuellement, pourquoi pas après, utiliser ces simulations, ces outils numériques dans des jumeaux en temps réel. Voilà. Merci Ludovic. Georgios, you had already the opportunity to introduce yourself, but maybe you want to add something. Yes, so I come from National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering. In our activities, we are involved in pilot scale production of carbon fibers and also composites with vacuum assisted resin transfer technology. And our laboratory is studying mainly nanomaterials and composites. So in composites, we are active in studying with various characterization methodologies, correlating the outputs, for example, nanomechanical characterization and diffraction. Also, in the past, we have case studies with the use of artificial intelligence for pattern recognition, for the composites failure analysis and the mechanism of failure. Utilizing different interface modification of carbon fibers and polymeric matrices, as well as with different weathering treatments to assess via anomaly analysis what is the impact of the weathering upon the different interface functionalization and what is exactly the defect density, the failure. So this is part of our activities within artificial intelligence and materials characterization. Merci Georgios. Et Nicolas, notre dernier speaker. Merci. Je suis Nicolas Viganon, je suis à l'SRF, au CEA à Grenoble et je suis dans la DRF, du coup la Direction des recherches fondamentales. Et j'intègre le CEA depuis 6 mois. Hein. Mais je suis sur la plateforme de nanocaractérisation. Du coup, c'est une plateforme qui a plus de 100 instruments différents qui sont soit sous la microscopie électronique, les rayons X, et on a plein de techniques qui sont faites pour la caractérisation des matériaux. Et mes tâches, en fait, sont 2, principalement. Je m'occupe d'un côté de développer des nouvelles techniques, des caractérisations surtout dans l'imagerie aux rayons X et aux électrons. Et de l'autre côté, où effectivement il faut dire qu'il y a beaucoup de méthodes d'IA qui ont été développées sur les dernières 10 années, plus ou moins. Et aussi de l'autre côté, je m'occupe de monter la plateforme de gestion des données qui servira bien sûr pour avoir une traçabilité de toutes les données qui ont été acquises sur la plateforme, et de l'autre côté aussi probablement d'entraîner des modèles d'IA pour plusieurs applications, par exemple le débruitage plutôt que la segmentation ou la labellisation ou plein de choses. Okay. Merci Nicolas.
So I have a first question for you guys, maybe starting with Georgios. Something as a naive guy in characterization, what surprised me is the variety of types of data, types of models, types of knowledge we need to integrate when dealing with characterization. So there are so many fields. Regarding what you are doing in terms of ontology and standardization and so on, do you think we could dream of something which is able to integrate all these types of data, all these types of knowledge in a near future? Actually, I have to say that our activities are based on the development of the initiative from the Modeling Council, the EMO. This is the Elemental Multi-Perspective Materials Ontology. So every development in ontology is harmonized with the guidelines of EMO. This is important because in order to propose a unique approach in Europe, you need to have some guidance, some guidelines, so that you ensure compatibility and interoperability. Of course, there is a wide diversity, different materials, different techniques for characterization, for modeling as well, and the data post-processing methodologies. All this knowledge needs to be captured. The main obstacle in this effort is to overcome the freedom of human expression for representing the same thing. So we need a unique scheme because this will serve the organizing of data. As artificial intelligence has the bottleneck that actually today we have little progress in organized data. So in order to form a scheme, a unique scheme for everyone to store their data, this is the work to be done. And this is similar to the past of the creation of engineering handbooks. So someone had to document the properties under specific conditions. Now you have to document the human expression for the different experiments and also the methods, because methods tend to be material specific. Some standards for characterization also are specific for example, metallic materials, which are pretty much standard. But what happens when you have multiple microstructures, some complexity, you have not only for the characterization unique methodologies, settings, protocols, but you have also for the modeling or let's say physics models, contact mechanic models. You have different structure of such models. This knowledge should be documented and relate to the schema, finally represented by a data model, which is the ontology. This is in short. Ok, thank you. Et justement, à propos de ces modèles physiques, peut-être Jean-Baptiste, toi, je crois que tu essayes justement de coupler des approches basées de données, des approches basées modèles physiques. Tu peux nous en dire deux mots? Oui. Dans le domaine du photovoltaïque, donc on se base sur l'effet photovoltaïque. C'est un effet photoélectrique, donc le fait de pouvoir exciter des électrons avec de la lumière. Et là, on a la chance du coup d'avoir la physique de semi-conducteurs avec des modèles établis qui représentent assez bien notre environnement. Sur nos systèmes, on est sur des temps de calcul avec les modèles physiques qui sont raisonnables, donc on peut générer beaucoup de résultats de modèles physiques. Les modèles physiques, c'est principalement des modèles optiques ou électriques. Parce que dans une cellule solaire, concrètement, on a trois types de pertes. On a les pertes optiques, les pertes résistives et les pertes par recombinaison. Quand on va exciter des électrons, ils ont un certain temps de vie et il faut les récupérer avant qu'ils se désexcitent. Donc nous, on cherche à garder les différents paramètres matériaux qui régissent ces trois pertes sur des bons indicateurs. Et donc, pour ça, on a donc des modélisations optiques, des modélisations électriques, également thermiques et spectrales, parce que c'est aussi deux paramètres importants. Et donc, la chance qu'on a, c'est qu'on a ces modèles physiques qui nous permettent de créer des données assez représentatives de nos problèmes, en assez grande quantité. Donc, ça peut permettre de nourrir des modèles d'IA, par exemple,
pour faire des jumeaux, par exemple, ou en tout cas essayer de voir la complémentarité entre les deux approches. Par exemple, on peut gérer des paramètres. Par exemple, dans une cellule solaire, on a rapidement 10 paramètres inconnus. On essaie d'en fixer un maximum, mais on fait des multijonctions, donc le nombre de paramètres augmente assez vite. Quand on commence à explorer l'espace des paramètres, on se retrouve à avoir quand même un espace assez important à regarder. On est obligé de faire des hypothèses, des analyses de sensibilité, etc., pour pouvoir vraiment réduire la dimensionnalité de notre système. Mais après, c'est bien aussi d'avoir des analyses type data science pour y voir plus clair dans notre espace de données. Donc voilà, on essaie de trouver les complémentarités. La question de la dimension des données, elle est assez prégnante, effectivement. Une autre dimension qui est importante, peut-être Ludovic, on avait évoqué ça lors d'entretiens de préparation, c'est l'aspect multi-échelle. La représentation des connaissances, elle se fait aussi à différents niveaux d'échelle, depuis les composants, les matériaux, les composants, puis jusqu'au système. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus ? Oui, en fait, ça dépend beaucoup des systèmes d'intérêt. En fait, c'est vrai que nous, dans l'aéronautique, les use cases qu'on a pour l'aéronautique ou le spatial, c'est quand même souvent des grandes structures. Et donc, il ne s'agit pas d'aller caractériser uniquement le système réel. Donc, on est obligé de passer par une décomposition du système. C'est l'approche pyramidale classiquement utilisée. Mais du coup, ça pose des questions quand on vient faire le lien entre la partie caractérisation et la partie modélisation, de quelle est la bonne décomposition de cette pyramide et quel est vraiment son objectif en fait à la fin, quoi. Donc l'aspect multi-échelle finalement, d'un point de vue du lien entre caractérisation et modélisation, on peut le voir aussi comme un aspect multi-phénomène, et donc dans une démarche de comparaison entre un modèle et des caractérisations, on va peut-être chercher dans un premier temps à isoler les phénomènes, isoler les échelles pour valider les modèles sur ces phénomènes et ces échelles individuellement, et puis ensuite monter en complexité jusqu'à arriver à avoir couplé les différentes échelles, les différents phénomènes, et avoir établi finalement la capacité du modèle ou des modèles à prédire tous ces phénomènes et toutes ces échelles. Et c'est à partir de là qu'on aura, on va dire, une bonne confiance dans la capacité du modèle à prédire les différentes conditions d'utilisation. Et avec, du coup, j'imagine des enjeux de calculatoire à chaque niveau. Enfin, j'imagine qu'à un niveau donné, on essaie de résumer ce qui est la connaissance du niveau. Et du coup, en fait, il y a même des fois des modèles qui ne sont pas applicables à certaines échelles. Donc, il y a un enjeu aussi de changement d'échelle entre les modèles. Mais du coup, ça veut dire qu'on commence à mettre en place une chaîne de modèles à travers les échelles. Et donc, une dépendance finalement entre les modèles, puisqu'on peut venir nourrir un modèle à une échelle à partir d'un modèle à une échelle inférieure. Et donc, ça, c'est un enjeu quand même à la fois numérique, en termes de méthode de couplage. C'est un enjeu calculatoire, mais c'est aussi un enjeu en termes de formalisme, en termes de formalisation du processus entre guillemets de qualification d'un modèle, puisque on ne parle pas d'un modèle, en fait on parle finalement d'une chaîne de modèles. Donc derrière, pour donner confiance après à des décideurs de prendre des décisions sur cette base-là, et ça devient d'une complexité quand même assez importante. Et donc voilà, je pense pas que la question soit résolue aujourd'hui. C'était ma question suivante, mais tu y réponds du coup. Pour l'instant, ça reste un vœu pieux, quoi. En tout cas, on y travaille, mais c'est pas encore. Après, je pense qu'il y a des cas d'usage, des cas d'études qui s'y prêtent déjà bien et pour lesquels ça fonctionne, le changement d'échelle. Mais voilà, ça peut. Pas dans le cas général. Voilà. Nicolas, un mot peut-être sur cette approche multi-échelle. Non. Oui. C'est quoi la question ? Sur l'approche multi-échelle, est-ce que toi, dans tes activités, il y a des exemples que tu peux mentionner où ça fait appel justement à différents niveaux de représentativité des modèles ? Oui, effectivement, ça touche un peu ce qui a été mon travail pendant ma thèse, mais c'est pas forcément relatif à l'IA. Ok. Vas-y quand même. Ok. Parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé dans un domaine qui est la cristallographie, surtout pour des métaux polycristallins. Et effectivement, on travaillait à ce qu'on appelle la mésoscale, du coup, les microns, sur des grains, des dixièmes de microns.
Et on savait qu'effectivement, les modèles qui décrivaient la mécanique des gains et de la déformation à cette échelle n'étaient pas la même qu'au niveau des atomes, quoi, des dislocations et tout ça. C'était lié, mais c'était deux choses différentes, en fait. Et c'est pour ça que ça me touche. Mais c'est pas forcément lié à... Là, moi, je vois où l'IA pourrait intervenir. C'est justement de la capacité à faire des surrogate modèles. Des quoi, pardon? Des modèles surrogate, des modèles résumés, je sais pas comment dire, okay. surrogate, de substitution, merci. Okay. Qui, à une échelle donnée, peuvent résumer pour l'échelle de niveau plus coarse, on va dire. Après, on a toujours la notion du multi-échelle, par exemple dans les architectures UNet, par exemple, où on va plusieurs niveaux de détails. Mais là, on est souvent sur plus souvent la même échelle et des détails différents à la même échelle. Ouais. Ouais. Toujours sur ce sujet finalement d'intégration des approches numériques et expérimentales, est-ce qu'il y a un enjeu de confiance? Is there a trust issue when you want to share data between all partners of a program, all academics, industrial partners in the same program? Do you have this kind of trust matter that will prevent from sharing effectively, efficiently the data? Yes, this can happen, and we can see that in most cases, cybersecurity is one of the priorities for the development in order to increase the trust of industry sharing the data. This is a requirement, of course, and one of the solutions is blockchain technology. But we can see that blockchain is like changing the trend now in the technology. This means that we have also to protect the previous development. So one example is, I talked before about the ontology. This is years of work that was funded by European Commission, and there is a risk of this knowledge to get lost or unused, which means that we need also to foresee the bridge to the blockchain technology to ensure that these developments have a continuation. Okay. There are other kinds of... Tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, moi j'aurais pensé plutôt à l'acquisition en elle-même des données, les conditions, la caractérisation des instruments et aussi les métadonnées qui sont associées aux données. C'était peut-être plutôt ça. Il y a les deux aspects. Hein. Pour moi, il y a l'aspect effectivement qui est technique, qui est comment est-ce qu'on acquiert les données de sorte à pouvoir les partager sereinement, etc. Mais il y a aussi la question de la confiance, c'est-à-dire comment tu crées les conditions de la confiance pour que quand tu partages les données, enfin tu acceptes finalement de partager des données qui sont potentiellement sensibles avec un partenaire. Bah déjà là, il faut qu'il y a une convention entre les deux partenaires et qu'il y a du trust entre les deux. Du coup, la validation des données sur les blockchains, je ne vois pas comment ils s'insèrent dans le discours, dans ce sens-là. Là, je peux imaginer ça dans un contexte où effectivement, on a des sources qui ne sont pas contrôlées, dans un sens. Après, moi, je vois plus la confiance dans les données eux-mêmes, dans la qualité des données, plutôt que la source. En contractualisant l'échange des données associées. Ouais. There are other ways also to address trust in AI, for example, is through what we call distributed learning, for example. So you can have this kind of way of learning without gathering all the data in the same place, but it's a way to do that. I guess there are many others. Yes, and you mean in terms of trust in data, this is something that, of course, AI can have a significant role because you can do pattern analysis, you can see if there are outliers, if there are abnormal behavior of data.
so that you can increase the trust by using some algorithms to curate those data. And other methodologies to increase the trust in the generated data is, as I said, the knowledge stored in the ontology will enable someone to reproduce the methodology in a standardized manner. So it is like reproducing an algorithm. But this algorithm is a physical process which is documented in digital way. So if someone needs to visit the laboratories of a very renowned institute in Europe, he will just have to gain access in this ontology, which is actually a development ought to be an open facility, an open access development, so that everyone can access this knowledge and reproduce the experiment like a well-known research institute in a very standardized manner. Ok, thank you for the precision. Puisqu'on est sur les données, donc il y a la question des incertitudes, hein, on l'évoquait, c'est le deuxième axe de notre échange. Donc la question des incertitudes sur l'ensemble du process finalement, mais qui commence dès l'acquisition des données elles-mêmes. Qui veut s'exprimer peut-être là-dessus sur l'enjeu de la propreté des données, de l'acquisition qu'il peut y avoir derrière, surtout si on veut faire de l'IA pour avoir des modèles représentatifs, ça oblige à faire l'acquisition d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai que la confiance dans les données, ça passe par bonne connaissance des incertitudes. Nous, les incertitudes, il y a un point d'attention particulière dans les différentes caractérisations, les différentes acquisitions, par exemple, qu'on va vouloir faire une calibration absolue sur des systèmes, bien connaître la propagation d'erreurs dans le système, et avec les modèles qui vont avec, dès qu'on va pouvoir réaliser des feeds sur nos données, avoir une compréhension des incertitudes sur les différents paramètres. Mais plus que les incertitudes, presque, parfois c'est assez important surtout de connaître bien l'espace des paramètres sur lesquels on travaille. Connaître bien les limites physiques pour éviter d'aller dans des zones non physiques, réaliser, comme on en parlait aussi dans les LCA, etc. Mais dès qu'on commence à être sur des domaines où il y a pas mal de paramètres, où c'est un peu prospectif, faire des analyses de sensibilité pour avoir une bonne vision des paramètres qui impactent ce qu'on peut laisser fixe et réduire la dimensionnalité. Ça permet au moins, même quand on fait une analyse, d'avoir la vision de sensibilité, c'est quand même assez important. Et après, on parlait aussi de la... Finalement, il faut s'appuyer sur la connaissance physique qu'on peut avoir, voir les modèles physiques eux-mêmes, pour déterminer le domaine de représentativité, quoi. C'est sûr que c'est une chance. Quand on a des modèles qui nous permettent, ou en tout cas une connaissance des intervalles physiques, ça nous évite d'aller explorer des zones de l'espace des paramètres qui sont non physiques et sur lesquels des modèles juste mathématiques pourraient aller. Et ça peut poser des problèmes. Et aussi sur l'aspect confiance, nous on a... Alors c'est pas vraiment de la confiance, mais c'est plutôt... un des challenges pour nous, c'est la dégradation. Les technologies qui arrivent, on parlait des tandems, elles arrivent d'ici peut-être 5 ans, je ne sais pas, dans un court terme. Et on n'aura pas testé en outdoor sur des champs temps très longs. Donc il y a le challenge de la dégradation accélérée. Et là, c'est pareil, c'est aussi d'avoir une confiance dans ces modèles qui sont censés représenter la réalité. Comment dégrader sur un an une cellule et avoir une vision qu'elle fonctionnera bien sur 30 ans, 40 ans. Et là, on essaie d'avoir donc des façons de valider nos modèles. Par exemple, en ne plus regardant les aspects de cinétique, parce que finalement, quand on veut changer, accélérer, donc c'est plus la cinétique qui va compter, mais c'est plutôt comment les différents indicateurs qu'on suit sont corrélés, comment la cellule va se dégrader. Mais voilà, ça me faisait aussi penser à ça quand tu parlais de confiance, parce que par exemple, quand on va vendre un panneau, quand on va acheter un panneau, on l'achète certifié, le fournisseur a passé des normes de dégradation, mais voilà, ça reste des tests accélérés. Après, si on achète 100 000 panneaux et qu'on les installe et que ça ne marche pas au bout de 5 ans, il faut avoir confiance quand même dans ces tests, donc c'est un point important aussi. Merci. Si je peux ajouter quelques éléments aussi sur ce sujet des incertitudes. En fait, c'est un sujet extrêmement vaste et très très important là dans la discussion, je pense. Les incertitudes, elles arrivent à plein de moments en fait dans le cycle de développement. Il y a les incertitudes au niveau des essais,
associé à la métrologie. Bon, tu as parlé des erreurs de mesure, mais il y a l'incertitude sur la définition du test lui-même, en fait, sa représentativité, c'est aussi ce que tu disais. Et puis après, il y a les incertitudes aussi côté modèle. Les modèles qu'on vient alimenter en fait, à partir de ces données, eux-mêmes font des hypothèses. Et donc, pour venir en fait, finalement comparer des modélisations, des simulations avec des données expérimentales, voilà, il faut déjà faire un effort d'essayer de voir où est-ce qu'on peut travailler pour réduire les incertitudes. Donc les incertitudes qu'on ne saura pas réduire, elles sont intrinsèques aux variabilités du matériau, aux erreurs de mesure, etc. Mais il y a des incertitudes épistémiques qu'on peut réduire d'une manière ou d'une autre. On peut penser par exemple aux incertitudes sur les conditions limites. Si on est capable de mesurer finalement ces conditions limites et de les injecter dans le modèle, on peut faire une simulation augmentée avec les conditions limites réelles, mesurées, et du coup on vient réduire une erreur épistémique qui est une méconnaissance, une mauvaise représentation des conditions limites. Voilà, donc, et en fait finalement tout le travail c'est d'essayer au maximum de réduire ces incertitudes, mais après de doser cet effort-là parce que ça coûte cher aussi de réduire les incertitudes. Et donc là, on peut aussi avoir, toujours dans la vision un peu multi-échelle qu'on évoquait au début, on peut essayer d'avoir une vision système aussi, pour essayer d'identifier dans le processus qui implique de la caractérisation, de la modélisation à différents niveaux, avec différents sous-systèmes, etc., quelles sont les incertitudes qui impactent le plus finalement la performance du système à la fin. Donc là, c'est vraiment une vision MDO, multidisciplinaire finalement, qui semble aussi nécessaire pour aller vers des approches de conception plus probabilistes et non pas juste un critère qui dit ben voilà, si vous avez passé le standard, c'est bon, ça marche. Alors qu'en fait, derrière ce critère-là, en réalité, il y a quand même de l'expérience, une longue expérience qui a fait qu'on a déterminé ce niveau-là. Et en fait, c'est juste qu'elle n'est pas formulée sous forme probabiliste, elle est formulée sous forme déterministe, mais voilà, on gagnerait sans doute aussi des marges. On pourrait optimiser des efforts si on se dirigeait vers ces approches un peu plus probabilistes de conception. Ça me fait réagir aussi, hein, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans la discussion qu'on a, moi je viens d'un domaine, le traitement d'image, où depuis 10 ans, la consigne, c'est affranchissez-vous de toute forme de modèle. De toute façon, un modèle de ce qu'on regarde, un modèle d'un piéton, un modèle d'un avion par caméra, ça n'existe pas vraiment. Enfin, donc affranchissez-vous de toute forme de modèle et puis basez-vous que sur la donnée. Ce qu'on voit dans votre domaine à vous, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est qu'au contraire, il faut s'appuyer sur les modèles pour au moins pouvoir caractériser le domaine d'emploi, le domaine d'usage, les incertitudes. Et on n'a pas envie de s'asseoir sur la connaissance physique qu'on a dans ce domaine-là. Ça, c'est assez réjouissant. En fait, je voulais attaquer ce problème-là aussi en rajoutant quelque chose qui vient d'une... Tu t'appelles comment encore ? De ce que Ludovic venait de dire, en fait. Pour réduire les incertitudes, en ce moment, on a aussi un autre instrument qui nous permet de s'affranchir de tout ce qui est les biais qui ont été injectés dans le modèle et de travailler avec des modèles qui ne sont pas entraînés sur des données a priori. Du coup, on part d'un modèle qui est, comment on appelle ça, supervised, vers un modèle qui n'est plus supervised, qui n'est plus entraîné en fait. Il s'entraîne directement sur les données. Il y a un exemple qui est le Deep Image Prior et qui permet effectivement de faire de l'IA, du coup avoir la même puissance des méthodes les plus récentes, mais sans avoir une base de données derrière qui forme les modèles. Du coup, le modèle, il est appris par l'IA sur les données qu'il doit processer. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a eu dans mon domaine aussi, dans le traitement des données, au début, effectivement, on disait on s'affranchit du modèle et on apprend tout par les données. Et là, on revient un petit peu sur un modèle un peu mixte où on apprend sur les données, mais pas trop sur des données qui sont trop hétérogènes. Intéressant. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on prenne 3-4 minutes pour aborder le dernier point sur
ce rebouclage qu'on peut faire. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer nos plans d'expérience finalement? How can we improve our experimental plans in order to acquire as much as necessary data we need, but not too much, I guess. So, how do you see the way we can feed back the characterization plans? Of course, one way is from the experience and the knowledge from previous characterizations to know exactly, for example, the number of specimens you need to evaluate to assess a representative characterization output for a specific material. This will avoid any unnecessary, maybe stopping the production or delaying the decisions, and also reduce experimentation. But another way is also to evaluate with the use of artificial intelligence in general the environment of characterization. Again, pattern analysis is a key because many of the conditions of experimentation are gradient, so they change with time. Maybe during daytime there is variability in the production, which can be accounted. So what would be, for example, in the past, the statistical uncertainty, now could be a multi-perspective uncertainty, which is evaluated with artificial intelligence, because the key benefit versus the statistics is that AI can capture the knowledge of multiple numerous parameters, and we can refer for a multi-dimensional field instead of a single parameter or two parameters, or So it could take this one step further and support experimentation. Ok, thank you. Une autre. Sinon, on peut aussi poser des questions à la salle. Ce serait bien qu'on garde quelques minutes pour ça. Ce que je pensais important aussi de dire à ce propos, c'est que on peut aussi avoir une vision multi-programme, en fait, c'est-à-dire multi-produits. Et en fait, qu'est-ce qui capitalise à travers les différents produits? Finalement, c'est ce qu'on a pu valider en termes de modèles, de méthodologie. Et donc, si on arrive à finalement s'appuyer un peu plus sur les modèles et donc designer, finalement concevoir les caractérisations plus pour le propos de valider les modèles, gagner de la confiance dans les modèles, derrière, on peut s'appuyer sur ces modèles pour anticiper le développement des nouveaux produits et concevoir les caractérisations uniquement, entre guillemets, dans le but de vérifier qu'on n'est pas en train d'extrapoler le modèle. Et si on arrive à faire ça, finalement, on va gagner forcément des temps de cycle et on va pouvoir aussi anticiper l'introduction de nouvelles technologies, comme on a vu juste précédemment, le recyclage. C'est-à-dire on sait que c'est des matériaux qui vont avoir des propriétés peut-être pas optimales, mais est-ce qu'on est capable de les intégrer dans nos designs? Si on a des modèles, on peut quand même déjà, à partir de quelques caractérisations, voir où on se positionne dans l'espace de design et voir si c'est tractable au niveau du produit. Voilà. Je pense que c'est un point important aussi à avoir dans le caractérisation sur capitalisation sur la durée des connaissances. Okay. Ouais, peut-être pour compléter un peu, tu parlais de feedback et aussi de plan expérimental. Nous, on réfléchit pas mal aux aspects d'automatisation pour nous appuyer là-dessus aussi. Ça a plusieurs intérêts. Déjà en caractérisation, ça permet d'augmenter la reproductibilité de nos acquisitions, la qualité des données. Ça c'est vrai. On a des aspects d'automatisation à la fois déjà sur la caractérisation, sur la synthèse, sur la dégradation, mais on réfléchit à un projet de plateforme automatisée où on peut avoir sur un même système, comme on peut avoir par exemple en pharmacologie, où on va développer des nouvelles molécules et les tester, là pouvoir faire des tests de cellules solaires qu'on caractérise dans la foulée, qu'on dégrade dans la foulée, et avoir des algorithmes de pilotage pour mieux choisir le plan expérimental. Et avoir les analyses qu'on a d'habitude. C'est pas forcément les mêmes caractérisations parce que c'est plutôt une plateforme un peu plus simple, mais ça nous permet de mieux déterminer l'espace des paramètres qu'on veut explorer, d'avoir un retour un peu plus rapide aussi, parce que
le temps, quand dans le laboratoire on va développer des nouvelles cellules, puis après les caractériser, puis après les dégrader, c'est quand même un temps assez long d'avoir testé des nouvelles compositions avant d'avoir un retour. Et là, l'idée, c'est de pouvoir explorer, par exemple, je veux tester tels empilements ou tels matériaux, et avoir un retour un peu rapide à la fois en telle caractérisation, dégradation. Donc ça c'est des choses qu'on regarde pas mal sur ces aspects d'automatisation. Et ça nous permet aussi un peu ce que tu disais sur le plan de données. Ça force aussi à rentrer les données, parce que si on veut automatiser, il faut tout rentrer. Et donc ça permet d'avoir à la fois des données plus reproductibles et d'avoir les données un peu plus carrées. Mais il y a un biais aussi qui est, si on n'a pas rentré tous les paramètres variables, l'algorithme peut biaiser en renforces ton biais, paramètres. Donc voilà, mais c'est un peu complémentaire. Ok. Sur ces sujets-là, il y a des choses très intéressantes à développer sur comment on fait pour, de manière itérative, par exemple, augmenter la dimension du problème quand on fait une découverte de propriété comme ça. Donc, j'ai pas la réponse, mais si toi, tu as des idées, Grégory, on peut y travailler. S'il y a d'autres personnes qui ont des idées dans la salle, c'est un sujet vraiment important. On a les mêmes soucis, par exemple, sur la fabrication additive. C'est des procédés où il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut jouer sur les machines. Et nous, on veut fabriquer des pièces très fines, avec des hautes propriétés spécifiques, avec des métamatériaux. Et donc, on a besoin de maîtriser cette relation paramètres-procédés-propriétés. Mais du coup, on fait des premiers plans d'expérience avec 2-3 paramètres, on découvre, ok, bon, maintenant, on va rajouter un paramètre. Mais comment on peut faire ça efficacement? Et en tout cas, bon, on essaie de le faire, nous, pour l'instant, en essayant de s'appuyer aussi sur des modèles physiques. Alors, je ne sais pas si vous utilisez les modèles physiques pour guider un peu cette découverte, mais ça nous semble être aussi une piste intéressante quand on peut en avoir, même très simple, comme c'est plutôt les intervalles d'études qui sont liés à la physique. Après, les modèles, ils sont plus dans l'analyse. Mais Ok, intéressant comme piste. Yes, Georgios. Also, when we refer to reducing the experimental work, genetic algorithms are quite significant in terms of AI for optimization problems, because not all the problems are based on physics-based models, but we will have many cases, for example, in chemistry, where we have some empirical relations which govern the production, where genetic algorithms can be integrated in processes with characterization feedback to cut off the bad parameters, the bad variables in tuning a process, additive manufacturing or roll-to-roll manufacturing or so on, and only keep the good range of variation of the parameters of production to recommend the most promising parameters, and then feedback can create new generations and new generations until you have the optimal setting. Okay, understood. Thank you for the description. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Il nous reste 2 minutes. So I'm François from Valeo, so I'm more end user of all you do every day. But so for me, if I need to have or to perform an analysis from one of you, who I have to ask? Is it you, depending on the technology? So there is several paths to perform, and I discuss also with some others, have some capability to do some modelizations and characterizations, but it's very difficult for an industrial to say, oh, who I should ask. I know for SICK and GAN, because we have 2 major projects, but for me it's very difficult to say that I need to analyze a composite material. Okay, who is the right guy? La question des... of the next round table. But the question of profiles and skills we need is very important. Peut-être on a une question à distance? Non? Pas le temps? Voilà, c'est sévère. Hein. Bon, merci à vous 4 en tout cas. Thank you very much for...
On m'entend, oui. Merci à tous. Nous voilà prêts pour la dernière séquence de la journée, pour laquelle je vais inviter tous les directeurs d'instituts qui étaient présents et co-organisateurs de l'événement. Donc je vois Roch là-bas qui se lève, Denis, Hubert, Bertrand et Jens. Avec moi-même, installez-vous. Comme on m'a demandé d'animer, plutôt que de poser des questions moi-même auxquelles je dois en partie peut-être répondre, on a deux complices dans la salle qui vont démarrer les questions. Alors moi aussi, je vais prendre mon petit papier quand même. Il doit être ici. Voilà. Non, ça devrait être là. Voilà, c'est tout là, c'est bon. Merci. Et donc, on va peut-être démarrer par une question d'Enio. Donc on se donne 20 minutes pour clôturer. Et je ferai une petite synthèse pour nous projeter dans le foin. On essaie de terminer 15 minutes pour les répondre à deux questions principales, puis une ou deux ou trois questions de la salle. Et enfin, une petite conclusion. Question spontanée, donc. Toujours avec nous, surtout avec François qui nous... J'adore. Quels sont les besoins industriels auxquels s'adressent et répondent vos instituts? Dans le domaine de la caractérisation. Dans le domaine de la caractérisation. Alors, qui c'est qui veut démarrer? Roch? Merci beaucoup. Alors, je vais parler pour l'IPVF. Donc, l'IPVF, c'est un institut qui travaille sur les technologies de rupture pour le photovoltaïque, comme ça a été présenté par nos intervenants aujourd'hui. Alors, on parle de quoi? On parle de technologie à couche mince. Alors, qu'est-ce qu'une technologie couche mince? Mais je pense que vous devez tous savoir ce que c'est. C'est une technologie qui, pour des services rendus comparables au silicium, c'est une technologie qui n'est pas encore mature, qui n'est pas sur le marché, qui va sur le marché horizon 3 à 5 ans. Et qui, pour des services rendus comparables comparativement au silicium, consomme 1% de matière, consomme 20% d'énergie, donc est très économe en matière, très économe en énergie. Et donc on parle de technologies qui sont d'une épaisseur de 1 micron. Et pour bien les développer, pour bien les tester, pour bien les qualifier, pour bien en étudier la durée dans le temps, le vieillissement accéléré, il faut être super bon à la caractérisation. Et alors pourquoi est-ce que ça répond à un besoin industriel? C'est parce qu'on lance avec nos partenaires de Voltec Solar, qui est un industriel dans le Grand Est, un projet qui a vocation à porter à maturité industrielle justement ces technologies-là. Donc l'idée, c'est l'IPVF développer une ligne pilote de production de ces technologies-là. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le silicium. On n'est pas en train de prendre du silicium, de le fondre, de le découper, de le graver, de l'assembler. On est vraiment sur des technologies par induction, donc c'est vraiment une toute autre filière. C'est d'autres procédés qui sont très complémentaires à ce que l'industrie connaît déjà. Et donc ce travail que nous avons avec l'industriel qu'est Voltec Solar, le bénéficiaire de cette opération, ça concerne évidemment l'élaboration, donc la synthèse des matériaux, la validation des procédés. Et dans les procédés, il y a le contrôle qualité qui doit être le plus rapide possible pour avoir un throughput au niveau industriel le plus élevé possible. Et donc la caractérisation, que ce soit sur l'activité recherche, donc à la fois qu'est-ce qu'on pense du matériau, comment on le conçoit, comment on le teste, comment on le calibre, et à la fois sur la partie industrielle, donc comment on fait tout ça, mais bien calibré et pour le faire le plus vite possible et pour maximiser le throughput et évidemment la qualité du produit. Eh bien, la caractérisation est absolument au cœur de nos enjeux. Et je vois beaucoup de membres de l'IPVF, d'éminents membres de l'IPVF dans la salle, qui savent bien à quel point est-ce que c'est un sujet qui nous tient très à cœur. Voilà, merci. Hubert? Je prends le relais. Bonjour à tous, Hubert de la Grandière. Je dirige l'Institut Supergrid. Moi, je vois 3 raisons principales ou 3 enjeux, 3 drivers principaux pour les besoins qui viennent du marché. Et en particulier, donc nous, on travaille dans le monde du génie électrique, dans le monde des réseaux de tension, des réseaux moyenne tension. Mais je pense qu'ils sont extensibles à d'autres domaines. Le premier, c'est la maîtrise de l'empreinte environnementale qui conduit à faire évoluer beaucoup de matériaux. Et ça passe par des sujets comme les gaz de substitution, au SF6 par exemple, qui a une empreinte carbone qui est très mauvaise. Les produits de substitution au PFAS,
Comment on va faire demain quand il n'y aura plus de PTFE. Et donc il y a des PFAS par exemple dans certains produits électriques, ou toutes les contraintes REACH futures que vous connaissez déjà, ou celles qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait des époxys sans anhydride qui marchent pour leurs caractéristiques isolantes. Donc voilà, tous ces sujets qui sont des sujets liés à l'empreinte environnementale. Ça c'est un sujet qui nous amène à répondre à beaucoup de contraintes qui sont des contraintes d'industriels, que rencontrent les industriels. Le deuxième, c'est l'émergence des nouveaux usages. Et donc les matériaux qu'on va utiliser ou développer pour les nouveaux usages, typiquement, le courant continu, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus parce que il y a des gigafactories pour l'hydrogène, et donc avec du courant continu. Parce qu'il y a de plus en plus de puissance au niveau du photovoltaïque, et donc avec une montée en moyenne tension. Parce que il y a de la recharge de véhicules, et de plus en plus, et sur de plus en plus de puissance. Donc on va aussi monter en moyenne tension. Et donc ces nouveaux usages, c'est un des promoteurs du courant continu par rapport au courant haute tension, ou en tout cas des cas d'école, et c'est ce que vous a montré Alain tout à l'heure dans les exemples sur les matériaux isolants. Et le troisième cas, qui est un cas qui est beaucoup plus large, je pense, c'est un cas qui lui s'adresse plutôt aux problématiques de besoin de monter en performance, et monter en performance, c'est-à-dire miniaturisation. Enfin, et donc là, on a par exemple des exemples sur l'électronique de puissance avec les composants grand gap dont on a beaucoup parlé, et avec les besoins de montée en tension, les besoins de montée en fréquence, et donc qui vont entraîner et emmener à d'autres sujets autour de caractérisation des composants, caractérisation de transformateurs moyenne fréquence, caractérisation d'isolants sous forte rampe de tension, qui sont aussi des sujets sur lesquels nous intervenons à l'Institut, et d'ailleurs notamment dans certains cas en particulier en collaboration avec l'IRT Saint-Exupéry dans le cas de Secret. Voilà, merci. Denis, je te donne la parole. Allez, deuxième essai. Donc effectivement, donc moi je voulais enchaîner sur 3 types de caractérisation. C'était le thème de la journée. Donc je dirais caractérisation avancée normative, la caractérisation numérique et la caractérisation multiphysique. Alors je vais m'expliquer. La caractérisation avancée normative, c'est que je pense que, et c'est un des gros attraits de la FIT, parce qu'on a 2000 à 3000 collaborateurs qui travaillent au niveau de la FIT, et ça permet d'avoir une force de frappe au niveau de l'Europe notamment, pour être en capacité de faire en sorte que les normes nous soient favorables. Parce que si on développe de notre côté et qu'in fine on tape à côté, on va se faire imposer finalement une conception qu'on n'aurait pas voulu. Donc ça, je pense que c'est un des éléments forts. Et d'ailleurs, Bruno Bonnel, quand on l'a vu ce matin à la conférence de presse, il a utilisé une expression que j'aime beaucoup. Il disait, concernant la réindustrialisation de la France, les IRT et les ITE sont les chevaux légers de cette réindustrialisation. Donc j'aime bien le fait de dire qu'on est des chevaux parce qu'on va vite. J'aime bien le fait qu'on soit léger parce qu'effectivement on n'est pas des grosses structures mastodontes, et donc on a cette capacité-là. Donc je trouve que c'est un très bel exemple. Donc la deuxième caractérisation, c'est la caractérisation numérique. Alors évidemment, on parle de jumeaux numériques, mais ça c'est un gros mot parce qu'on met plein de trucs. Donc je vais faire un zoom. C'est notamment le virtual manufacturing et le virtual testing. C'est un des éléments du jumeau numérique. Et je pense que ça, c'est un élément qui est assez essentiel pour accélérer finalement la capacité à introduire des nouvelles technologies. Je peux prendre l'exemple de l'ALM, de la fabrication additive. Et d'ailleurs, on le fait beaucoup avec M2P et Jules Verne dans le cadre de l'Alliance Matériaux. C'est cette capacité d'avoir une explication de ce qu'est le produit, donc de savoir comment finalement on va pouvoir l'intégrer régulièrement dans nos produits. Vous imaginez bien que sur un avion, on est attiré par des nouvelles technologies, mais on n'a pas envie qu'il y ait des régressions, bien évidemment. Donc on se doit de toujours faire mieux. Et la caractérisation multiphysique, donc ça c'est la capacité d'avoir du vieillissement. Donc tu parlais Hubert finalement du SIC et du GaN, c'est un très bon exemple. On le fait avec NanoElec également. Cette capacité finalement à avoir une prédiction du vieillissement. Par exemple, ce micro, si je savais exactement à quel moment il tomberait en panne de batterie, eh bien, la régie aurait anticipé, au lieu de changer les batteries directement, il aurait dit, bon, bah, hop, je peux attendre 1 heure avant de changer la batterie. Savoir à quel moment ce micro va tomber en panne, c'est une information extrêmement intéressante.
je suis sûr que vous avez envie de savoir à quel moment vous allez mourir. Non, je plaisante. Le fait de savoir et précisément le modèle de vieillissement, c'est quelque chose de très précieux. Voilà pour la troisième caractérisation. Bertrand. Celui-là va marcher. Oui, il fonctionne, parfait. Bonjour à tous, Bertrand Minari. Moi, je suis le directeur général de Ralenium. Alors moi, on a une petite particularité dans notre monde ferroviaire, c'est qu'on est probablement la plus vieille industrie qui existe là aujourd'hui, puisque ça fait 200 ans qu'on fait rouler des trains partout dans la planète. Et aujourd'hui encore, en 2023, on se pose des questions de savoir des fois comment ça marche sur certains points. Et comment ça marche bien, et comment on optimise. Je vous dis ça parce que le système ferroviaire, c'est un système avec du matériel roulant, de l'infrastructure, des interactions entre les deux. On a des interactions au niveau de la route du rail, on a des interactions au niveau de la caténaire, on a des interactions avec les hommes autour, et il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, alors que le ferroviaire est revenu au milieu des discussions pour la transition énergétique, il faut qu'on en fasse un outil très efficace, plus efficient, plus de monde à bord, plus de marchandises à bord. On a des aspects physiques très notables. Par exemple, on consomme à la tonne transportée 6 fois moins d'énergie que n'importe quel matériel routier. Ça, c'est le contact roue-rail. On consomme 9 fois moins de CO2 par tonne transportée, et on en émet 9 fois moins, et on émet 8 fois moins de particules. Et quand on est au monde du voyageur, c'est 50-80 fois moins. Alors pour faire tout ça mieux avec cet outil, ces outils qui ont 200 ans de technologie et d'histoire, on essaie de comprendre quelques points pour en améliorer l'efficacité. Alors un peu comme ça a été dit à l'instant par Denis, nous on voudrait bien comprendre le vieillissement de certains organes pour pousser un peu plus loin dans notre gestion d'assets. Ça vous a été présenté tout à l'heure, Smail vous a parlé tout à l'heure des isolateurs, mais parfois on va travailler sur des choses beaucoup plus concrètes et qui sont au cœur du dispositif. Je crois que c'est toi, Valentin, qui a présenté des tire-fonds tout à l'heure. On est vraiment dans le fond du système ferroviaire, mais on a besoin de savoir comment la voie s'optimise. Donc on a vraiment, sur les sujets de vieillissement, on a un gros travail de savoir si nos trames de maintenance sont toujours les plus efficaces possibles et les plus efficientes possibles. Ensuite, on a quelque chose qui est arrivé un peu plus récemment, c'est toute la trace. Mais tu l'as dit tout à l'heure. C'est toute la trace écologique du système ferroviaire. On a des systèmes de remplacement réguliers au bout d'un certain nombre de cycles. Est-ce qu'on doit toujours le faire ainsi, ou est-ce qu'on peut optimiser et tirer un peu plus la durée ? C'est un peu en lien avec le vieillissement, mais là cette fois-ci, c'est tirer sur les dimensions développement durable. C'est le deuxième point. Et puis peut-être un troisième, nous sur l'énergie. Je vous ai dit qu'on consommait moins que les autres par tonne transportée par rapport à la route. En revanche, on sait qu'on a un système ferroviaire qui consomme de plus en plus aujourd'hui. Il consomme de plus en plus parce que les matériels sont de plus en plus efficaces, il y a de plus en plus de services à bord. On a mis la clim dans les trains ces dernières années, etc. Mais tout ça, ça fait plus consommer et on a besoin de reprendre le système dans son ensemble. Et donc pour ça, il faut caractériser la consommation. Donc voilà quelques exemples de ce que l'on fait très concrètement au quotidien. Il y a aussi un autre aspect qui est en train d'arriver chez nous, c'est la virtualisation. Là, tu as parlé de numérique il y a un instant. C'est la virtualisation des tests, parce qu'aujourd'hui encore, avant de mettre un train sur les rails, il se passe plein de choses en physique. Et on a des durées qui vont durer des années entre l'idée et la réalisation. Il va se passer beaucoup de temps pour caractériser comment ça va se passer. Donc on aimerait bien virtualiser et raccourcir les délais de test. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne exactement quels sont les modèles et les limites. Merci Jens, le temps nous est compté, donc en quelques minutes. Bonjour, Jens Merten, je suis le DG de Ines2S. Nous, on fait tout ce qu'on a besoin en France pour massifier le déploiement de l'énergie solaire. Ça commence avec quoi? On a besoin des outils de caractérisation technologique. Caractérisation des cellules, caractérisation des modules, combien ça va durer les modules, pour développer après les technologies qui sont bonnes pour implémenter sur le champ. Après, il y a un autre type de caractérisation qu'on a besoin, c'est une caractérisation systémique, parce que pour la massification de l'énergie solaire, on a besoin de flexibilité dans le réseau. Et pour déterminer et contrôler et piloter les flexibilités du réseau, on a besoin de caractériser les consommations, les véhicules électriques, et aussi le système de stockage. Alors ce matin-là, il y avait une présentation aussi sur les batteries. Il y a un troisième élément, en réalité, pour la détection des défauts et pour la maintenance préventive des centrales solaires, en réalité, il faut caractériser les centrales photovoltaïques entières, comment ça fonctionne, pour détecter ce qui va bien et ce qui ne va pas bien pour les améliorer. Merci Jens, je vais conclure en 2 mots. Je reviendrai
Très brièvement, je reviendrai très brièvement sur les composants GaN et SiC qui vont se déployer à très large échelle dans tous les secteurs où la mobilité électrique est en train de se développer et tous les enjeux d'électrification de l'énergie. On a vu que c'est des composants qui vont fonctionner à très haute tension et donc les enjeux de fiabilité, donc de compréhension de leur mécanisme sont très importants. À NanoElec, on travaille sur le matériau SiC aujourd'hui pour qualifier à la plus petite échelle son comportement futur en utilisation. Et l'autre sujet dans le domaine de la microélectronique, c'est celui de l'extrême miniaturisation où les composants, en particulier les processeurs avancés, les mémoires, qui sont clés dans les systèmes en particulier d'intelligence artificielle, sont de plus en plus sensibles aux particules radiatives, en particulier les neutrons. Et donc les grands outils tels que ceux de l'ESRF et de l'ILL sont clés pour répondre à ces enjeux. Et là, soit via des prestations aux grands leaders mondiaux directement, soit en travaillant avec des acteurs locaux comme iRock Technologies par exemple, qui nous aident à développer des instruments, des méthodes qui vont leur permettre à eux d'accompagner les grands leaders. Alors il nous reste très peu de temps. Amiel, peut-être deuxième question. Merci pour... Donc une question qui me vient et que vous ne m'avez pas du tout soufflé. J'aimerais savoir comment vous travaillez ensemble pour créer de la valeur justement pour les industriels. Ça rejoint un peu la question qui a été posée juste avant. Voilà. Allez, on fait dans l'autre sens, cette fois-ci, on démarre par Jens. Alors nous, on a en partenariat avec IPVF, c'est Rock, c'est l'autre côté. En réalité, on travaille ensemble pour faire, par exemple, des cellules tandem. J'ai un démonstrateur ici dans mon sac. En réalité, nous, on fait la base qui est la cellule en silicium cristallin. Et là, le rendement il est limité, comme vous avez entendu ce matin. Alors, il faut le upgrader avec une couche mince en perovskite. Et c'est IPVF qui met une autre couche au-dessus. Et ça, ensemble, donne après une cellule tandem. Silicium, perovskite, avec un meilleur rendement. Comme ça, je peux confirmer ce que dit Jens. D'abord, merci. Donc effectivement, on est en partenariat. L'État nous a demandé, organisez-vous et faites des partenariats dans le cadre de FIT, et puis à commencer par votre spécialité, qui est le photovoltaïque. Effectivement, donc on a, avec le CEA, décidé d'organiser les choses de la façon suivante, c'est que l'INES est spécialiste du silicium, et nous sommes spécialistes de la couche mince. Et ça guide énormément de choses, ça guide... allant jusqu'aux stratégies d'investissement dans les plateformes technologiques, en fait, pour que chacun puisse se spécialiser, puisse créer de la valeur pour les industriels. Industrie photovoltaïque qui comme le rappelait Jens, est en plein développement en France, en Europe. Donc on veut être les chevaux légers de cette industrie en les aidant à avoir de la profondeur de vue et même en les aidant à, quelque part, être encore plus performants dans leur levée de fonds, puisqu'elles en sont là, en étant les acteurs qui crédibilisent leur justement pour éviter d'avoir un leadership technologique à un instant T, mais pour leur permettre d'inscrire ce leadership technologique de façon récurrente, je veux dire permanente, en offrant des feuilles de route technologiques et en ayant cette profondeur de vue. Donc c'est très très important à la fois cette complémentarité entre IPVF et INES pour nous et je pense pour le dispositif recherche et innovation français. Et c'est très très important pour nous d'être en prise directe avec cette filière industrielle qui se développe. Du coup, Bertrand. Filière industrielle, ça tombe bien. Nous, on est un applicatif ferroviaire. Donc, quand on parle de ferroviaire, on parle de l'industrie, de la maintenance, de la gestion des ingénieries, mais aussi des exploitants. Vous connaissez RATP, SNCF, mais voilà, ça c'est la partie client. Mais tout avant, ça tire une industrie. Pour ce qui nous concerne, je confirme ce que tu disais, Rock, il y a un instant. L'État nous a demandé vraiment de travailler plus en réseau, et mes équipes ici peuvent en témoigner. On a dit, nous, on a pris un principe simple, c'est qu'on ne refera pas à Ralenium ce qui existe chez les autres, et on va venir en complémentarité de chaîne de valeur. Alors parfois ça se fait via les projets que l'on va aller chercher parce qu'on en parle avec les partenaires, les majeurs étant SNCF, Alstom, mais pas que. Là on peut citer par exemple dans le cadre du Corifère des travaux autour de l'énergie qu'on va faire en commun en ce moment et c'est en train de se préparer pour le moment. Et puis il y a, ça c'est le cas également sur les procédés avec Jules Verne et plus récemment, parce que je vois que Hubert va me succéder donc je peux en parler, et avec Hubert et avec Jens on est en train de développer des choses autour du photovoltaïque le long des linéaires, donc avec les équipes qui sont là je vois Smell qui hoche de la tête parce qu'on est en train de préparer ça. Et ça c'est venu aussi de par le fait que vous êtes venus au début, vous avez eu le premier contact, ils sont venus vers nous, on a une approche plus système par essence et on arrive à compléter complètement la vision et apporter certains inputs qui n'auraient pas été forcément le cas au début du projet. Et c'est ça qui répond
en partie à la question que Monsieur de Valéo vous nous avez posée tout à l'heure. Dans cet esprit-là, on a une vraie volonté d'essayer de travailler en synergie. Et merci d'ailleurs beaucoup, aussi bien Hugues, à tes équipes et à toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de ce salon. Ce salon, ou cette conférence, elle contribue aussi à la meilleure connaissance des uns et des autres. Et d'ailleurs, même en dehors de ce salon, on a aussi, en bilatéral ou en multilatéral, des réflexions pour mieux se connaître, puisque notre objectif est d'aller autour d'alliances dans des thématiques spécifiques et qui permettront, donc pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, qui permettront qu'en s'adressant à un institut sur un domaine particulier, en fait, il sache aussi dans quelle mesure il est capable d'aller interagir avec d'autres instituts, de les solliciter, de les accompagner dans ce projet. Et en fait, on a mis en œuvre, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Secret dont tu parleras, je pense, juste après, on a mis en œuvre, ou on est en train de mettre en œuvre un fonctionnement administratif aussi avec l'État qui nous permet de simplifier ces démarches administratives-là et qu'on puisse, dans le cadre de projets, le faire comme on le fait avec, dans le cadre du projet Ophélia en photovoltaïque grand linéaire, comme on va le faire avec Inès 2S et Ralenium. Du coup, l'enchaînement est tout trouvé. Hein. Donc, Sikegan, dans le cadre du projet Secret, dans lequel effectivement Supergrid notamment et Nanoelec sont impliqués. On le fait dans le cadre de Philae, qui est un projet emblématique qui devrait être officialisé par l'État, j'espère, très bientôt. On est toujours dans l'attente. Et donc ça, c'est pour la partie électrique. Et d'ailleurs, on crée une alliance mobilité électrique. Elle est en train de naître avec VDCom, Ralenium, Supergrid et Nanoelec. Et donc bien sûr l'IRT Syntex. Donc ça, c'est une initiative en plus de l'alliance matériaux. Et puisque Abdelkrim posait la question, je voulais citer aussi sur la partie jumeaux numériques une initiative qu'on a lancée avec Ralenium et VDCom sur la chaîne électrique propulsive. Voilà, donc, et les exemples sont pléthores. Je voulais finir par un exemple assez concret de ce que j'ai vu tout à l'heure sur les transformateurs. Alors moi, je ne suis pas très connaisseur des gros transformateurs. Bertrand a une industrie qui est un peu trop lourde pour la mienne. Mais ces transformateurs, en fait, ils ont un point commun, c'est que les vieux transfos sont plus fiables que les nouveaux. Un truc de dingue. Donc on voulait faire de l'optimisation de coûts, certainement. Donc on a fait des transfos plus légers, plus optimisés, donc moins fiables. Alors imaginez qu'on fasse ça sur un avion. Alors je vous donne un exemple, le single pilot operation, c'est-à-dire un seul pilote. Vous imaginerez monter dans un avion comme ça si on vous dit qu'en plus on doit le tester, qu'on n'est pas bien sûr que ça soit aussi fiable qu'avant? Inacceptable. Donc les modèles de vieillissement, les modèles de prédiction, les modèles de vieillissement du pilote peut-être, mais modèles d'anticipation finalement de ce qui va se passer sont essentiels. Et là, on a un boulevard pour travailler ensemble. Donc comme quoi, il y a des points communs, même dans le lourd et le léger. Très bien, merci. Bon, je crois que je vais à peine répondre à cette question et puis conclure, puisqu'on arrive à la fin de la journée. À cette question, je répondrai, il y a les partenariats qu'on peut avoir autour des matériaux GaN et SiC en caractérisation. Il y a aussi, comme on est un IRT qui travaille sur des composants très avancés, ce qui est important pour nous aussi, c'est de développer des modèles de ces composants qui vont pouvoir être utilisables par les gens dans les applications pour dimensionner leurs architectures applicatives. Et donc à ce titre-là, on avait travaillé avec Inès 2S sur les composants GaN à une époque où on n'avait pas encore de composants puisqu'on les développait, mais on avait défini des architectures qui seraient accessibles par ces nouveaux composants. Je m'arrête là. Je vais peut-être conclure en 3 mots. Premier point, merci à tous. Moi-même, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je pense que je me sens bien mieux capable aujourd'hui de répondre à des questions de partenaires PME comme, je pense à la société Limatech qui fait des batteries pour l'aéronautique. Je pense que si un jour, ce partenaire qu'on a accompagné en électronique vient nous voir à Nanoelec et nous demande accès à des compétences dans le domaine de la filière aéronautique, je saurai où les envoyer de manière beaucoup plus précise que jusqu'à présent. Notre objectif reste de répondre à travers ces mises en commun d'outils et de plateformes aux enjeux des industriels. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On fera tout, comme ça a été mentionné aussi au niveau européen, pour essayer d'apporter des solutions ou au moins des contacts pertinents. J'ose prendre le risque de vous donner rendez-vous pour un nouveau format de cet événement. On va faire un retour d'expérience pour voir ce qui a très bien marché, ce qui peut être amélioré. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à interagir. Je remercie encore toute mon équipe et puis les équipes de tous les instituts qui sont intervenus.
Et si vous me permettez une petite pirouette pour terminer, je terminerai par une question à toute l'audience et aux partenaires. Si on prend 4 tire-fonds usagés, disons de 20, 25, 30 et soyons fous 35 ans, qu'on les qualifie après brossage, examen morphologique, qu'on les fait tester en tomographie X ou encore mieux à l'ESRF pour avoir une image fine et qu'on décide de les utiliser pour fixer les PCB des futurs composants GAN et RET des systèmes BMS des avions que Philae va développer, est-ce que pour Carac 2033, mon avion sera à l'heure ?